Bienvenue à tous. Donc, on continue dans ces capsules autour du modèle linéaire appliqué. Donc, on avait vu pas mal de choses sur le modèle linéaire simple, le modèle linéaire multiple. Là, je vais essayer de vous proposer plusieurs petites capsules pour discuter certains points et essayer d'apporter à la fois des éclaircissements et proposer des techniques qui vous permettront euh, peut-être d'améliorer ou alors de corriger certaines petites hypothèses qui pourraient être fausses. Donc la capsule d'aujourd'hui, elle est sur tout ce qui est incertitude dans les modèles. Donc je vais essayer d'aller sur mes transparents. Ok, donc il y a cette capsule que j'ai intitulée Bootstrap et incertitude. Donc le mot Bootstrap, on en avait déjà un petit peu parlé. Hein, j'avais fait une capsule qui était sur les méthodes de simulation statistique. Ok, donc ce point est devenu important, d'accord. Donc on est quand même en 2020. Historiquement, la StatMat se faisait essentiellement autour de l'idée de faire des mathématiques et des probabilités. Okay, donc ça consiste à dire que derrière un échantillon se cachent des variables aléatoires. Et derrière, on va regarder le comportement de fonctions de variables aléatoires. Alors, de manière générale, c'est un problème assez compliqué, mais il s'avère qu'en faisant des petits développements de Taylor, des comportements limites et ce genre de choses, on pouvait dire avoir un certain nombre de résultats théoriques. Okay, l'idée des méthodes de simulation, c'était de dire, finalement, j'ai peut-être pas besoin de faire cette théorème limite, en particulier, si jamais j'ai pas beaucoup d'observations, me placer dans un cadre asymptotique est peut-être pas forcément pertinent. Les méthodes de simulation consistent juste à dire, j'ai un ordinateur, il est capable de me donner un intervalle de confiance si j'en ai besoin d'un. Okay, quand je vous parle de normalité asymptotique du maximum de vraisemblance, ça permet de construire un intervalle de confiance asymptotique parce qu'on sait qu'on est gaussien, on a la variance qui est basée sur l'inverse de l'information de Fisher. Et donc, je suis capable de construire un intervalle de confiance qui pourrait avoir du sens. Mais je pourrais aussi bien me dire, peut-être que je peux utiliser des simulations pour le faire. Okay, donc, c'est ce que je vous en avais parlé un tout petit peu. Encore une fois, si jamais ça n'a pas été clair en regardant les capsules, retournez dans les capsules de rappel ou de complément, appelez ça comme vous voulez. Là, je me place dans ce problème de régression et on va discuter un peu ce principe de simulation et essentiellement celle que j'avais présentée qui est basée sur cette idée de bootstrap, c'est-à-dire de rééchantillonnage. J'avais un échantillon avec n données et on va retirer dedans des observations. Alors là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est qu'ici, donc c'est comme ça que je l'ai présenté dans le cadre de la statistique mathématique, mais ici, on n'a pas une observation, on a en tout cas à chaque fois un vecteur d'observation. J'ai au moins deux grandeurs qui m'intéressent, j'ai ma grandeur y et j'ai ma grandeur en x. Okay, donc j'ai le poids d'un élève et j'ai sa taille, pour faire simple. Okay, mais éventuellement j'ai autre chose, j'ai aussi éventuellement des informations, je pourrais avoir des informations sur son âge, je pourrais avoir des informations sur son genre, je pourrais avoir tout genre de choses. Okay, donc fondamentalement, je suis sur un problème multivarié et on pourrait se demander ce que c'est que rééchantillonner dans ce contexte-là. Donc je vais vous présenter deux techniques qui sont utilisées pour faire du bootstrap en régression et je vais essayer de vous montrer sur des exemples très simples comment ça fonctionne. Voilà un peu le plan de cette capsule. Ok, donc la première méthode, c'est l'idée de ce rééchantillonnage. Alors, je suis désolé, je mettais des animations dans mes PDF, mais les animations ne passent pas quand je les visionne. Le point important, c'est qu'on a une population générale. Dans la population générale, j'ai toutes sortes d'individus. Okay, donc repensez à ma base de données sur la taille. J'ai des élèves dont j'ai la taille, mais j'en ai que 200 de mémoire. Okay, donc j'ai ce qu'on appelle un échantillon. J'ai une sous-partie de ma population totale. Okay, donc mon échantillon, c'est ce que j'observe ici. Je suis désolé, il y avait un point jaune qui était en haut, mais j'ai quelques observations qui sont tirées de cette population générale, mais il y a des individus que je n'ai pas observés. Okay, dans ma base de données, je n'ai pas une personne qui faisait genre 2,10 m, et pourtant il y en a dans la population. Je n'avais pas d'individu qui faisait 1,20 m alors qu'il y en a dans la population. Okay, donc j'ai une sous-population, forcément un peu imparfaite, mais ce qu'on se dit, c'est que comme je l'ai tiré vraiment fondamentalement au hasard, et ça va être une hypothèse très forte de constitution d'échantillons sur laquelle je ne reviendrai pas trop, okay, donc j'ai certains individus qui ont été sélectionnés pour faire partie de mon échantillon. Okay, donc voilà, encore une fois, il y a des cours qui sont proposés sur les théories sur la constitution de plans d'expérience et ce genre de choses. Moi, je suis vraiment à l'étape d'après où j'ai collecté des données et j'ai envie d'en faire quelque chose. Donc je suppose quand même que cette population est représentative de la population générale. Okay, donc la première solution, c'est de dire, je commence à supposer éventuellement que j'ai une distribution sur ma population générale, puis j'essaye d'en déduire des choses. Okay, donc j'ai échantillonné, j'ai un sous-échantillon, blablabla. Donc ça, on est capable de faire, en tout cas, moyennant éventuellement quelques hypothèses d'approximation, on est capable de faire des choses. Là, ce qu'on va se dire, c'est peut-être que je peux recréer un faux échantillon.
Donc celui-là, c'est mon échantillon. Puis on avait dit, je vais créer un échantillon étoile qui consiste à dire que je vais retirer au hasard dans cette sous-population que j'avais. Donc j'avais mon échantillon E avec quelques individus. Alors je ne pourrais pas tirer un point marron parce que j'en ai pas dans ma base. Okay, quand j'ai ma population d'individus dont j'ai la taille, j'ai personne d'un mètre 20. Donc j'aurais du mal à créer un échantillon de taille 1,20 m, sauf si je faisais une hypothèse de loi. Okay, donc je pourrais supposer que la taille des individus suit genre une loi normale, et je tire suivant cette loi normale. Mais ici, on est vraiment je vais rester dans ce cas de non paramétrique, où je vais dire que je vais utiliser les informations dont je dispose. Ce qu'on avait vu, c'est que quand on tirait suivant la fonction de répartition non paramétrique, la fonction de répartition empirique, ça revenait à rééchantillonner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre un individu dans ma base au hasard. Okay, donc ici, j'ai 5 individus, je vais commencer par prendre le quatrième. Okay, puis après, je prends le premier, puis après, je prends le troisième, puis je reprends le quatrième, puis je reprends le quatrième. Okay, donc l'idée du bootstrap, c'est de se dire que je vais recréer des échantillons par rééchantillonnage, donc en retirant dans mon échantillon avec chaque fois une probabilité de 1 sur n, qu'on appelle un échantillon avec remise. Okay, donc c'est ce qu'on avait fait. Là, on va faire la même chose en disant que derrière une observation, ce n'est pas juste un YI, ça va être un ZI qui est mon couple XY. Okay, donc c'est ce qu'on pourrait appeler de l'échantillonnage d'une paire, parce que c'est ma paire YX, okay, c'est du sampling de mes individus. Okay, donc je vais recréer d'un échantillon d'individus. Donc je ne vais pas m'amuser à créer des individus qui n'auraient pas été observés. Je reste fondamentalement avec cette méthode dans des individus que je vais prendre, dont je dispose dans ma base. Je vais aller les prendre, donc genre je vais aller piger le septième individu, okay, mais je vais lui prendre sa taille et son poids. Puis je vais aller prendre le 13e individu, je vais prendre sa taille et son poids. Okay, donc on est vraiment dans l'idée de recréer des échantillons basés sur les paires, d'accord, ou en tout cas les vecteurs multivariés dont on dispose par individu. Okay, donc l'algorithme, il est décrit juste en bas. Okay, ce qu'on essaye de faire, ça se résume tout simplement à la chose suivante. À l'étape B, quand je vais créer mon BM échantillon, donc ici j'avais mon E, un indice B, okay, puis mon B, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, je vais aller jusqu'à 1 million si on veut. Okay, donc je peux créer autant d'échantillons que je veux, il n'y a pas de souci. Donc je vais commencer par créer un échantillon d'indices. Okay, encore une fois, c'est exactement l'information que je vous donnais là, je ne l'avais pas dit clairement, mais la seule information dont j'ai besoin, c'est quel individu m'intéresse. Quel est l'individu que je tire? Donc la première étape, c'est de commencer par se dire, je vais tirer mes individus. Donc je commence par tirer dans un N des individus. Donc je vais prendre le 13e, je vais prendre le 27e, je vais prendre le 82e, je vais prendre le 102e. Okay, donc je tire comme ça. Point important, je fais du rééchantillonnage, donc ce n'est pas du sous-échantillonnage ou ni du suréchantillonnage, je fais du rééchantillonnage, donc je retire un échantillon de taille N. Okay, donc je garde la même taille sur mes deux échantillons. J'avais 5 observations, je garde 5 observations. Okay, donc l'idée, c'est de tirer N indices dans l'intervalle, enfin dans l'ensemble 1, 2, 3 jusqu'à N. Okay, donc ça, c'est la première étape. Une fois que j'ai fait ça, comment je crée mon échantillon? Tout simplement en allant chercher les individus associés à ces indices. Okay, donc je crée ma base XI, YI, qui consiste tout simplement à dire que ma première observation, X1B, Y1B, c'est peut-être la 8e dans ma base. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Donc on se crée une nouvelle base de données et on estime un nouveau modèle. D'accord? Donc c'est une méthode qui est très générale. Okay, c'est des méthodes d'agrégation de modèles. Okay, donc je vais créer plusieurs bases par rééchantillonnage, je vais créer plusieurs modèles. Donc techniquement, je vais construire N modèles. Okay, et ensuite, une fois qu'on a créé tous ces modèles, on agrège, encore une fois, en disant, je vais essayer de voir ce que je peux en dire. Alors, ici, je ne vais pas faire de la moyenne de modèles, je vais plutôt juste me dire, comme on est sur des problèmes de compréhension de l'incertitude associée soit à nos estimateurs, soit à nos prédicteurs, je vais regarder mes estimateurs, par exemple. Okay, donc, je vais regarder les estimateurs qui sont construits. Donc, sur mon échantillon B, j'ai estimé un modèle linéaire. Je récupère une nouvelle droite de régression, okay, ou un nouvel hyperplan de régression. Donc, j'ai un nouveau bêta, chapeau. Okay, mais je peux aussi m'intéresser à une nouvelle prévision. Donc, si jamais je veux quantifier l'incertitude associée à une prévision, je vais me créer plein d'échantillons, et à partir de ces échantillons, je vais faire des nouvelles prévisions, et je vais récupérer toutes ces valeurs. Et une fois que j'ai récupéré ça, je peux récupérer tout ce que je veux. Je peux récupérer leur espérance, leur variance, leur quantile, leur distribution. Et donc, je peux, quelque part, récupérer, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la distribution de ces objets-là.
Okay, donc, je vais pouvoir, par exemple, récupérer la distribution de ma pente. Donc, genre, si je fais une régression univariée, donc j'ai juste un seul x, je peux récupérer la distribution de bêta chapeau 1. Okay, donc, la théorie nous disait que moyennant soit l'hypothèse que j'avais des données gaussiennes, soit que j'avais beaucoup d'observations, donc que n était grand, alors mon bêta chapeau était soit gaussien, soit asymptotiquement gaussien. Là, ce qu'on peut se dire, c'est, ok, je fais aucune hypothèse de résidu, quoi que ce soit. Est-ce que je pourrais voir cette distribution? Est-ce que je pourrais la visualiser tout simplement en recréant des données? D'accord? Donc, encore une fois, c'est la même philosophie que celle qu'on avait en StatMat. La seule chose, c'est que je la fais dans un contexte multivarié. Ok, donc c'est ce qui est fait ici. Alors, je suis désolé, il y a une petite chose, je voulais rajouter du texte, mais en fait, il n'y en a pas forcément besoin. Ok. Je vais faire 1000 échantillons. Ok, donc je vais partir sur un B grand B qui vaudra 1000. Okay. Donc, comment ça se passe? Pour chaque échantillon, je commence par créer ma collection d'indices. Okay. Donc, j'utilise la fonction sample qui me dit rééchantillonne, retire dans le nombre de lignes. Donc, encore une fois, n-row, c'est tout simplement ce que j'appelais n d'un point de vue mathématique. Okay. Donc, je tire dans la séquence un n avec remise. Okay. Je tire combien de fois? Je tire n fois. Donc, je me crée un échantillon d'indices. Une fois que j'ai fait ça, j'ai dit que je constituais la base d'observation. Donc, je vais prendre ma base d'observation pour ces différents indices. Okay, et je fit un modèle de régression dessus. D'accord, donc, je crée mon modèle, donc ce que j'appelle RegSim, comme étant la régression linéaire qui est construite sur mon poids et sur ma taille de mes élèves, sur mon échantillon qui a été bootstrappé. Et une fois que j'ai fait ça, la seule chose qui m'intéresse, c'est de récupérer mes coefficients. Okay, puis je vais regarder des informations là-dessus. Alors, je vous montre à droite ce qui se passe quand je fais mes simulations. Okay, donc, j'avais des points qui sont techniquement les points bleus qui sont ma base de départ, et je rééchantillonne. Donc, quand je rééchantillonne, je vais créer l'échantillon en bleu foncé. Okay, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il y a des points que je ne vais pas retirer. Par exemple, le point qui se trouve ici, il n'a pas été retiré dans ma base. Okay, voilà, c'est peut-être le 7e. Je n'ai jamais retiré l'observation 7, mais par contre, j'ai peut-être tiré l'observation 9 2 fois. Donc, si jamais ici j'ai l'observation 9, en fait, ça se trouve, cette observation, elle apparaît 2 fois dans la base. Puis celle-là, elle apparaît peut-être 5 fois dans la base. Okay, donc, cette idée de tirage avec remise fait que je recrée des échantillons qui vont être techniquement identiques aux autres. Okay, la seule chose, c'est que certaines observations ne sont plus dedans et certaines y sont plusieurs fois. Okay, donc, c'est vraiment la même chose que ce qu'on avait dans le modèle dans l'idée du bootstrap quand on faisait de la StatMat. Okay, je recrée un échantillon dans lequel certaines observations réapparaîtront, ne réapparaîtront pas, réapparaîtront plusieurs fois. Okay, et je m'amuse donc sur l'échantillon bleu à faire une régression. Donc, j'obtiens la courbe rouge qui apparaît ici. Donc, cette courbe est celle qui est construite sur mon échantillon bootstrappé. Et puis, en arrière-plan, je vous en ai mis plusieurs qui avaient été construites parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs fois l'estimation. Et ce qu'on récupère techniquement, ce sont ici 1000 valeurs possibles de ma régression. Okay, donc, ici, c'est ce que j'obtiens. Ici, je vous en ai fait un autre. Okay, donc, je suis par contre avec une pente plus faible. Okay, donc, on voit apparaître l'impact de nos simulations et ça nous permet de quantifier formellement cette incertitude. Pardon. Okay, donc, à la fois l'incertitude sur la pente, sur la constante, mais aussi l'autre point qui pouvait nous intéresser sur la prévision. Okay, pourquoi un intervalle de confiance sur la prévision? Tout simplement parce que, supposons que j'ai une nouvelle observation, genre 1,90 m. Okay, je me demande quel est l'intervalle de confiance de ma prévision à 1,90 m. Ce qu'on voit, c'est que, en gros, on est compris entre ces valeurs-là. Alors, ici, j'ai pris le min et le max. Si on veut faire les choses plus proprement, des intervalles de confiance, ça se fait avec un niveau de confiance. Par exemple, à 95%, dans ces cas-là, je vais prendre le quantile à 2,5%, puis le quantile à 97,5%. Okay, c'est une des techniques qu'on avait vues dans la capsule vidéo sur le Bootstrap pour construire un intervalle de confiance. Okay, c'est la méthode d'idée pourcentile qui consiste à aller chercher des bornes de confiance. Okay, si jamais je me place au centre, je me demande quel est mon intervalle de confiance pour ma prévision. Okay, on voit que la borne de confiance, elle est relativement plus petite. Donc, on observe quelque chose qu'on avait déjà un petit peu vu. Je vous renvoie à la capsule vidéo où je regardais la variance de mon prédicteur. D'accord, donc, quand je regardais la variance ou la variance estimée de mon Y chapeau X, d'accord, ou Xn plus 1. D'accord, donc, quand j'essaie de deviner où est-ce que. Enfin, quelle est l'incertitude que j'ai quand j'ai une nouvelle observation Xn plus 1, on voyait apparaître quelque chose où à un moment, on avait du Xn plus 1 moins X bar à la 2. D'accord, donc, ce qui allait intervenir, donc on avait une racine carrée, enfin, en tout cas, sur si je m'intéresse à l'écart type, puisque c'est ça qui intervient dans mon intervalle de confiance, on avait des termes qui faisaient intervenir ce genre de choses, puis on devait avoir de la somme des xi moins x bar au carré.
Okay, donc, ça faisait intervenir cette position par rapport à la valeur moyenne. Okay, et ce que ça nous disait, pour faire très simple, c'est que si jamais je suis proche de la valeur centrale, dans ces cas-là, la variance, elle est faible. Et si au contraire je m'éloigne, ma variance est plus importante. Donc, on a cette espèce de, alors j'exagère un petit peu le trait, mais on a cette espèce de région de confiance qui va apparaître, qui va avoir cette forme-là, qui consiste juste à dire, quand je suis proche de la valeur moyenne, effectivement, j'ai une bonne confiance dans mon estimateur, okay, de mon estimateur, de mon best estimate, de l'endroit où je devrais me trouver en moyenne, okay, essentiellement parce que je suis plus proche de la valeur moyenne, j'ai moins d'incertitude. Alors, on pourrait aussi l'interpréter d'une manière un peu simple, c'est que les moyennes sont des estimateurs, on pourrait dire, un petit peu robustes par rééchantillonnage, okay, et on sait que la droite de régression, elle passe toujours par le barycentre. Okay, donc, en fait, dès que je vais faire des régressions, mon barycentre, il va bouger un tout petit peu, mais en gros, je vais toujours avoir des droites qui vont pivoter autour de du centre, quelque part, de gravité de mon nuage. Okay, donc, on a effectivement des points qui vont pivoter un petit peu autour de ce barycentre. Donc, autour de ce barycentre, j'ai très peu d'incertitude. Par contre, sur le bord, dès que vous faites bouger une droite un tout petit peu, sur les bords, ça bouge énormément. Voilà, c'est ce qu'on observe ici. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut construire. Alors, je peux regarder mes histogrammes. D'accord? Donc, ici, j'ai l'histogramme associé à bêta chapeau 0, ici à bêta chapeau 1. Donc, on obtient. Alors, je vous ai fait l'histogramme en histogramme jaune, quoi. C'est l'histogramme construit sur mes données, et je vous ai fait en trait noir la distribution gaussienne théorique que j'aurais, okay, en sachant que on avait vu que soit à distance finie, j'avais une loi normale qui était centrée sur la vraie valeur avec une variance qui était sigma carré de mon estimateur, okay, ou alors asymptotiquement si jamais j'ai n qui est grand. Okay, donc toujours les deux solutions, soit j'ai n qui est grand, soit j'ai la normalité de mes résidus. Okay, donc on sait que théoriquement, une loi normale, ça devrait être logique, quoi. C'est effectivement ce qu'on observe. Okay, mon histogramme me dit quand même que je ne suis pas loin d'être gaussien. Encore une fois, j'ai que 1000 données, donc je pourrais en générer 1 million. Si vous avez le temps, refaites ce code, faites 1 million de simulations et vous verrez que vous êtes en gros gaussien. C'est ça que ça veut dire, les distributions de mes estimateurs. C'est que si jamais je crée des faux échantillons, c'est l'idée fondamentale de la SumPad, de dire derrière se cache une variable aléatoire. Si jamais je retire suivant cette variable aléatoire, je dois récupérer la distribution de mon estimateur. Donc techniquement, au lieu de retirer suivant P, je tire suivant la loi empirique. Mais c'est ce qu'on observe. Okay, donc je peux capturer cette incertitude associée à mon estimation. Okay, donc ça, c'est la première méthode. La première méthode qui consiste à dire je vais tirer mes paires. Donc ça, c'est la première méthode. Et c'est une méthode qui marche relativement bien, qui est relativement robuste, etc. Alors, il existe une autre méthode, et j'en parle parce qu'en fait, elle est plus populaire, en particulier sur les GLM. Ça consiste à dire que j'avais construit déjà quand même un modèle. J'avais construit un modèle linéaire. Mon modèle linéaire, ça disait quoi? Ça disait que YI, c'était une combinaison linéaire de mes XI plus un bruit. Si jamais je pouvais tirer sur mon bruit, je reviendrais à un problème univarié. Okay, donc en fait, je peux créer un nouvel échantillon, tout simplement en rééchantillonnant suivant mon bruit. Le problème, c'est que le bruit, je ne l'ai pas. Donc on va utiliser le bruit estimé sur notre premier modèle. Okay, donc le point de départ, c'est quoi? C'est que j'avais construit un modèle. Le point de départ, c'est que j'ai construit mon modèle qui me dit que un XI, c'est un XI transposé un bêta chapeau plus les epsilon i. Donc, la première étape qu'on avait faite, et si je vous renvoie à tout ce qu'on avait fait dans les capsules précédentes, c'est que j'avais été capable d'estimer ce modèle. Et en particulier, j'ai récupéré mes epsilon. Donc, mes epsilon vont me servir de base par la suite. Donc, je vais avoir une première grandeur qui est ce que me dit mon modèle. Et j'ai un bruit. Et ce qu'on va tout simplement dire, c'est que je vais créer une nouvelle observation en partant des X que j'avais observés. Mais au lieu de garder l'observation en Y, je vais rééchantillonner ce Y. Et comment je le rééchantillonne? En partant de la valeur qui est prédite et en retirant le bruit. Alors, pourquoi est-ce que j'ai le droit de le faire? Et c'est un point que j'évoquais peut-être un tout petit peu rapidement dans le bootstrap, c'est que le bootstrap a de sens à partir du moment où je tire dans des échantillons de choses qui sont indépendantes, okay, et identiquement distribuées. Donc, il faut que je puisse rééchantillonner. Alors, dans l'étape d'avant, ça marchait parce que techniquement, j'avais dit mes observations, elles sont toutes indépendantes entre elles. D'accord, donc, je prends un individu, il n'y a pas de souci. Ici, ça va être la même chose parce qu'une des hypothèses qu'on fait quand on construit ce modèle, c'est que mes résidus, encore une fois, c'est l'hypothèse H2, mes résidus sont supposés être indépendants et identiquement distribués. Donc, j'ai parfaitement le droit de me dire, OK, mon modèle de régression, il passait comme ça.
dans mes observations. Donc ça, c'était ma droite estimée. Pardon. Ma droite estimée était là. Okay, donc je peux récupérer comme ça mon résidu prédit. D'accord. Donc ici, j'avais mon epsilon 1 chapeau et le point qui se trouve juste au-dessus, bah, c'est en fait la valeur que prédit mon modèle. Bah, j'ai le droit de me dire, je vais partir de cette valeur-là, puis je vais prendre le bruit du deuxième. Pardon. Désolé, ma gomme est un peu hypersensible. Donc j'avais un résidu qui était là. Donc l'idée, c'est de prendre ce petit résidu qui était là et de le coller ici. Et ça me donne une observation qui serait plausible. Okay. L'idée du bootstrap, c'est de créer des échantillons qui puissent avoir du sens et qui soient cohérents avec ce que j'ai récupéré comme premier échantillon. Donc je veux créer un pseudo-échantillon qui corresponde plus ou moins à ce que je pourrais avoir si jamais je refaisais une expérience et que je demandais à d'autres personnes leur poids et leur taille. Okay. Donc le point important, c'est que la manière dont je crée mon échantillon, c'est de me dire, ok, je garde, donc je pars d'une observation dont je dispose, xi, je pars de sa prévision, le yi chapeau, et je vais tirer un résidu au hasard dans ma base d'observation. Donc une étape, une propriété hyper importante, c'est cette hypothèse H2. Le fait que j'ai des résidus homocélastiques. Pourquoi? Parce que si jamais, quand mes x sont grands, ma variance elle est plus grande. Donc supposons que ma variance elle augmente comme ça. Donc plus j'ai un x qui est grand, plus ma variance elle est importante. Je ne vais pas aller chercher le bruit de mon x maximal pour le mettre au début. Okay. Donc ce qui est important, c'est vraiment cette hypothèse d'homocélasticité, qui vous dit le bruit, il est à peu près le même à droite et à gauche. Okay. Donc peu importe que je prenne des x grands ou des x petits, les bruits, ils sont complètement indépendants. Okay. Donc j'ai le droit d'aller prendre le dernier puis le mettre à la place du premier. Ça va me créer des nouvelles observations. Okay. Donc l'algorithme, il va changer un tout petit peu dans le sens où je vais me créer un faux échantillon, tout simplement en partant de mes vraies données en x, mais par contre, je vais changer mon y. Okay. Donc ça, c'est une autre technique qui marche, mais moyennant une hypothèse très très forte qui est qu'il faut que mes epsilon chapeaux soient iidés. D'accord. Si jamais ce n'est pas le cas, si vous avez un modèle qui est hétéroscélastique, et ça arrivera plus tard dans le cours, mon modèle marchera, enfin cette approche en tout cas ne marchera pas, il faudra que je la corrige. Et en particulier, quand on fera des GLM, ce ne sera pas le cas. Okay, les résidus qui sont construits ne sont pas hétéroscélastiques et de variance constante. Donc en particulier, petite parenthèse, quand je le ferai sur les GLM, on fera sur des résidus de personnes ou de déviance, parce que ceux-là ne sont pas construction iidée. Okay. Donc c'est ça qui se fait ici. Okay. Alors, on peut montrer en fait que, de manière un peu ironique, le but de cette méthode, c'est de faire juste des méthodes computationnelles. En fait, on a des propriétés théoriques de ces méthodes computationnelles. Okay. Donc ce qu'on peut montrer, c'est qu'en fait, je suis même capable de reconstruire la valeur de mon estimateur. Okay. Ce que je vous dis, c'est que le nouvel estimateur que je vais construire, c'est à peu près l'ancien. Okay. Et je vais rajouter un petit quelque chose qui va, comme toujours, me positionner en fonction de la valeur de mon bruit. Okay. Donc si jamais j'ai un bruit très important qui est associé à une observation qui est plus grande en x, je vais plutôt avoir tendance à monter ma pente et ce genre de choses. Donc ça a quand même pas mal de sens. Ce qu'on peut montrer, c'est qu'on a aussi des propriétés sur la variance de notre estimateur qui finalement sont cohérentes avec ce qu'on va essayer d'avoir. C'est qu'encore une fois, je pars du fait que je ne veux pas connaître les propriétés théoriques de mes estimateurs. Je me contente de faire des simulations et de récupérer toutes sortes de choses, de récupérer la variance de mon estimateur. Ce que nous montre la théorie, c'est que cet estimateur, l'estimateur qu'on va construire, il vérifie les propriétés qu'on attend de l'estimateur par moindre carré. Okay. Donc là encore, je vous le fais sur mes simulations, enfin sur mes données. Okay. Donc cette fois-ci, on est un tout petit peu différent, dans le sens où mes points bleus foncés ne coïncident plus avec mes points sous-jacents. Okay. Encore une fois, la seule chose, c'est que je vais coïncider en termes de x. D'accord. Donc par exemple, ici, j'ai recréé une nouvelle observation pour ma dernière observation en x. Donc de mémoire, ça doit être le xn qui est le plus à droite. Okay. La seule chose, c'est que dans ma base de départ, mon epsilon chapeau n, il était ici. Mon epsilon chapeau, il était relativement grand. Ici, j'en ai pris un autre. Okay, tout simplement parce que faut que j'aille en piger un autre. Okay, donc peut-être que j'ai pris celui de la 7e observation. Peu importe, je vais créer une autre observation en changeant mon bruit. Okay. Et j'avais fait la même chose sur la première observation. Enfin, en fait, je le fais pour toutes mes observations. Pour toutes mes observations, je pars du même x, je vais regarder la valeur que me donnait mon modèle et je lui donne un bruit. Un bruit que j'aurais pu observer dans ma base de données. Okay. Ça va me donner un nouvel échantillon et je construis sur ce nouvel échantillon une nouvelle régression. Donc ce nouvel échantillon de points bleu foncé, j'obtiens ma courbe de régression qui est cette courbe rouge. Okay. Avec là encore en arrière-plan plusieurs milliers de simulations pour vous montrer un petit peu où on se trouve. Okay, donc l'algorithme il est décrit ici. Okay, je commence par faire ma régression. Pourquoi? Pour récupérer mon epsilon.
Okay, donc je récupère sur mon modèle mes epsilon chapeau, donc ces valeurs, ce sont en fait les epsilon chapeau i de ma base. Okay, puis ensuite, j'ai ma petite boucle. Okay. Première étape, je commence par tirer mes échantillons. Donc mon epsilon étoile, je ne sais plus si je l'ai vu, étoile B, d'accord. Donc celui que je rééchantillonne par Bootstrap dans mon échantillon B, c'est quoi? C'est un sample de mon échantillon, et je vais tirer n fois dans mon échantillon d'epsilon chapeau. Okay. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je me crée mes nouvelles données. Donc pour créer une nouvelle donnée, le plus simple, c'est de créer une nouvelle base. Okay. Donc je me crée ma base à l'étape B, okay, qui est tout simplement, je prends ma variable x, i que j'avais dans ma base, et en variable y, je prends quoi? Je prends ce que prédisait mon modèle. Okay. Et la régression que j'utilise, c'est bien celle du début, hein, c'est celle que j'ai construite dès le départ sur ma base de données. Je prends ma prévision y chapeau et je lui rajoute mon epsilon chapeau étoile. D'accord? Donc je vais créer des fausses observations, et une fois que j'ai fait ça, on revient un peu à l'étape précédente, je construis mon modèle et je stocke. Alors en l'occurrence, je suis ici sur les régressions, donc je stocke mes régressions, mais je pourrais stocker mes prévisions. Enfin, vous stockez tout ce que vous voulez dans votre modèle, en fait. Okay. Je pourrais, quand on fera des choix, je pourrais stocker des R2, je pourrais stocker toutes sortes de choses. D'accord. Donc voir un peu, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez par simulation pour voir un peu comment les choses évoluent. Donc ça va vous permettre de quantifier un peu l'incertitude que vous avez en construisant votre modèle. Okay. Et à partir de là, donc je vais regarder mes deux histogrammes comme auparavant, et on obtient la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que quand je regarde les histogrammes associés soit à mon intercept, soit à ma pente, je retrouve quelque chose qui semble être un petit peu gaussien. Okay. Donc, encore une fois, rien ne me dit que je sois gaussien. Enfin, rien ne me dit. Si, j'ai des théorèmes asymptotiques qui me disent. J'ai deux théorèmes qui me disent, soit je suis en asymptotique et je suis gaussien. Ici, j'ai 200 observations. 200, c'est un peu limite pour dire qu'on est sur de l'asymptotique. Okay. L'autre possibilité, c'est d'avoir des résidus gaussiens. Okay, j'ai jamais fait de test de normalité, puis je ne suis pas certain que j'en fasse dans ce cours, parce qu'encore une fois, assez souvent, on a quand même des bases de données qui sont assez grandes. Donc cette hypothèse de normalité des résidus, j'ai envie de dire qu'elle est devenue un tout petit peu secondaire. Okay, généralement, ça s'impose effectivement si jamais j'avais 40 ou 50 observations. Ici, je ne le fais pas. Bon, voilà. Si jamais vous voulez des compléments sur les tests de normalité, je pourrais vous rajouter une capsule, mais disons, j'ai pas envie de faire de tester cette hypothèse, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, je ne fais pas d'hypothèse quelle qu'elle soit, mais on retrouve des choses qui ont du sens avec ces propriétés théoriques dont je parlais auparavant. On retrouve le fait que, sans faire vraiment d'hypothèse, juste en recréant des faux échantillons, je retrouve une espèce de normalité sur mes estimateurs. D'accord? Alors je peux le faire aussi sur une prévision. Donc là, je vous le fais avec les deux méthodes. D'accord? Donc je vais stocker les prévisions de type 1 et de type 2. Okay, donc je me crée deux colonnes dans ma matrice alors je l'appelle bêta parce que je suis un petit peu. Alors je ne sais pas pourquoi ça ne correspond pas au code que je voulais mettre, mais peu importe. Oui, pardon, c'est du près 2. Désolé, j'ai un problème de mise à jour sur mes vidéos. Je vais faire une petite pause et basculer. Ok, désolé. Donc voilà la capsule vidéo sur laquelle je discutais et qui n'était pas celle que vous regardiez. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je m'intéresse aux prédictions. Okay, donc je crée une matrice de prédiction avec 1000 entrées, 1000 lignes, parce que ça va être mes 1000 simulations, et 2 colonnes, parce que je vais utiliser la méthode 1 et la méthode 2. Okay, donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je me crée déjà une nouvelle base, parce que je vais faire une prévision pour 1m95. Okay, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment observé dans notre base. Quelqu'un qui fait 1m95, j'ai envie de prédire son poids. Okay. Donc comment je fais? Méthode numéro 1, je rééchantillonne en retirant les paires. Okay. Donc je tire mon indice, je construis ma régression sur ma base avec les nouveaux indices et je stocke mon information en termes de prévision. L'autre stratégie consiste à dire je regarde mes résidus, je crée une nouvelle base de données où je garde mes X mais je change mes Y en prenant Y chapeau plus mes résidus qui ont été simulés. J'estime mon modèle et je stocke ma prédiction, donc respectivement dans la deuxième colonne et l'autre dans la première. Okay. Donc c'est ce qu'on obtient ici avec donc, la méthode 1 qui se trouve en haut, la méthode 2 qui se trouve en bas. Okay. Donc on voit qu'on a quand même une toute petite subtilité dans les graphiques, c'est que la méthode 1 me donne une distribution qui semblerait peut-être un petit peu plus, avec une variance un peu plus grande. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qu'on va observer quand on a des données sur ce type de modèle.
mais mon modèle gaussien n'est pas forcément très approprié, en tout cas. Et j'ai des individus qui sont petits et grands. D'accord. Donc, j'ai effectivement pas mal d'individus. Ils ne sont pas complètement extrêmes, mais ils sont quand même sur les bords. Et ça peut faire dévier mon estimateur d'un côté ou de l'autre. Okay. Donc, cette méthode 1, elle est plus générale dans le sens où si jamais j'étais sur un modèle hétéroscédastique, ça pourrait marcher encore. Okay. Alors que mon deuxième modèle ne marche pas. D'accord. Donc c'est peut-être un petit peu ce que ça capture. Peut-être qu'on a quelque chose qui est un peu trop, avec un peu trop de variance. Mais en tout cas, il nous dit que la variance, la dispersion, elle est peut-être un peu plus grande que ce que diraient les hypothèses de StatMat. Okay. Si jamais j'utilise la deuxième approche a beaucoup plus de chances de se conformer avec la StatMat théorique. Et donc, j'ai vraiment quelque chose qui ressemble à cette loi gaussienne. Okay. Encore une fois, la courbe normale, c'est ce que me disait la théorie basée sur les calculs que je vous avais fait la dernière fois, qui vous donnait pour une nouvelle observation xn plus 1 la normalité de mon estimateur et surtout sa variance. D'accord. Donc, c'est vraiment ce que j'utilise ici. On voit que c'est relativement cohérent avec la méthode 2, peut-être un peu moins avec la méthode 1. Donc, mais on retrouve quand même des estimateurs qui sont, je pense, relativement cohérents avec ce qu'on avait construit. Alors, je peux juste regarder les intervalles de confiance. Okay. Donc ici, je vous fais les intervalles de confiance avec la méthode 2. Okay. Donc, avec pardon. Désolé, ce n'est pas la méthode 2 que j'utilise. Ce que je récupère ici, ce sont les bornes de confiance de mes intervalles de confiance, donc borne inférieure de ma borne de confiance. Donc, je regarde le quantile à 2,5%. Okay. Et je le fais sur mon couple de prédicteurs. Donc, en fait, la première valeur, ce sera associé à la méthode 1. Et ce deuxième sera associé à la méthode 2. Okay. Donc, ce qu'on voit, c'est que même si visuellement, on a l'impression qu'on a des bornes de confiance un petit peu différentes, dans le premier cas, on nous dit que l'intervalle de confiance, ici, il serait plutôt à 89. Avec cette méthode-là, on sera à 89,6. Okay. Donc, quand je vous dis, on peut discuter un petit peu à la marge la forme et on voit que ce n'est pas tout à fait pareil, ça se joue de manière un petit peu marginale. D'accord. Pareil pour la borne supérieure. Ici, il me dit que la borne supérieure pour la première méthode est à 97,6. Okay. Alors qu'avec la deuxième méthode, je suis au contraire à 97. Ok, donc on n'est pas sur des méthodes qui sont incroyablement différentes. On voit que le deuxième intervalle est un petit peu plus resserré que l'autre, mais c'est pas non plus. Je passe pas de 1 à 2, quoi. D'accord. Donc on a des ordres de grandeur qui sont quand même, je pense, relativement acceptables. D'accord, avec un intervalle de confiance sur la valeur moyenne que devrait avoir un élève d'1,95 m, du poids que devrait avoir un élève d'1,95 m, qui est probablement autour de 93, okay, avec un intervalle de confiance qui serait de l'ordre de 90, 97. D'accord. Et en fait, c'est à peu près ce que nous donnent les théories les résultats théoriques dont j'avais parlé la dernière fois. Pourquoi? Parce que si jamais je fais un predict, je peux lui demander intervalle égal confidence. Okay, donc, il va me donner mes propriétés de mon yn plus 1 chapeau, où se trouverait ma prévision. Okay. Alors, il vous renvoie la valeur du fit, donc qui est effectivement autour de ce 93. J'ai une borne inférieure pour l'intervalle de confiance qui est à 89,9. Okay. Donc qui me place effectivement pas très loin de cette valeur-là. La borne inférieure qui est vers 97, qui me place pas très loin de cette valeur-là. Donc on a quelque chose qui est relativement cohérent avec nos simulations. Okay. Donc le point de cette capsule, c'est vraiment comprendre que derrière ces propriétés où je m'amuse à calculer des variances d'estimateurs, des intervalles de confiance d'estimateurs, se cache cette question fondamentale de la StatMat qui est qu'est-ce qui se serait passé si jamais je regardais mon estimateur, non pas comme une valeur finie sur un échantillon, mais comme étant une variable aléatoire parce que je vois mon échantillon comme étant une collection de variables aléatoires. Okay. Donc, encore une fois, soit je vous fais une réponse mathématique, soit je vous fais une réponse computationnelle, et on voit que, et c'est pas un miracle, hein, il y a des théories qui me permettent de vous justifier ça, les deux coïncident. Les deux, en tout cas, nous donnent des résultats qui sont cohérents. Okay. Donc, petite heuristique, en tout cas, de ce qu'on essaye de faire quand on fait du bootstrap. Donc, le bootstrap, effectivement, est une méthode cohérente. Okay. Pourquoi ça peut marcher? L'idée, c'est quoi? C'est que mon estimateur bêta chapeau, je vous rappelle que je peux l'écrire de cette manière-là. D'accord. Donc, je rappelle que bêta chapeau, c'est un x transposé x moins 1 x transposé y.
Okay, mais pour dériver ces propriétés en tant que variable aléatoire, je remplace mon y tout simplement en disant que c'est du x bêta chapeau plus epsilon. Et là, j'utilise le fait que mon epsilon, c'est fondamentalement ma composante aléatoire. Okay, donc ça, c'est ma variable aléatoire. Donc tout d'un coup, le fait que je vois mon epsilon comme une variable aléatoire fait que t de bêta chapeau devient une fonction de ma variable aléatoire, donc devient une grandeur aléatoire. D'accord? Donc, de manière très générale, mon bêta chapeau est une fonction, peut-être un tout petit peu compliquée, mais c'est une fonction de mes résidus. De la même manière, ma prévision, je peux le voir comme étant une fonction, alors une autre fonction, certes, mais une fonction quand même, de mon résidu. Okay, donc ce que je vous dis, c'est que n'importe quelle statistique que je vais regarder va toujours se voir comme étant une fonction de mes résidus. Et ce qu'on est en train de dire avec cette méthode, c'est que si jamais je rééchantillonne mes résidus, okay, dans ces cas-là, je vais récupérer des estimateurs qui seront, en tout cas si j'utilise cette méthode 2, si jamais je rééchantillonne mes résidus, je vais avoir des méthodes qui me donnent souvent des estimateurs sans biais, des estimateurs convergents. C'est juste des dérivations, en fait, tout simplement de mes propriétés en gros, du théorème central limite. J'ai des fonctionnels de mes variables aléatoires. Okay, et juste une toute petite parenthèse, alors, si jamais déjà vous vous sentez complètement dépassé, arrêtez-vous là. Mais si jamais vous voulez aller un peu plus loin sur le bootstrap, c'est que le bootstrap ne permet pas seulement de faire des intervalles de confiance, ça permet aussi de faire des tests. Okay, j'ai déjà expliqué que les tests, ça va être quelque chose de très important, parce que c'est des tests, c'est associé à une théorie de la décision. Assez souvent, on ne veut pas juste prédire, on veut éventuellement répondre à une question. Okay, donc faire des tests, ça va être très important. Et ce que je racontais dans les rappels de stats sur les tests, c'est que la manière dont on fait les tests depuis plus d'une centaine d'années, c'est l'approche qu'avait retenu Fisher, c'est de dire on va calculer une p-value. Okay, donc l'idée de la p-value, ça va être de voir la probabilité de rejeter mon hypothèse H0. Okay, donc ça va être la probabilité que ma statistique de test dépasse la valeur que j'observe empiriquement. D'accord? Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. Donc je vous rappelle qu'on, par exemple, le test classique de régression, on se demande si un coefficient significatif. Okay, donc ça, c'est une question éternelle dans les modèles qu'on va construire, c'est est-ce qu'une variable a une influence? Okay, donc moi, je vous la pose d'un point de vue un peu théorique, mais c'est une question centrale dans plein d'applications. Et encore une fois, quand je vous avais fait les tests, je vous avais présenté l'application dans les tests médicaux, par exemple, donc pour savoir si jamais un vaccin marchait. Okay, donc pour savoir si un vaccin marche, on regarde est-ce que le fait de l'absorber permet d'améliorer le traitement, en tout cas permet d'avoir je récupère le bien-être de la personne une fois qu'elle a pris son traitement, donc soit elle a pris un placebo, soit elle a pris le traitement. Okay, donc je vais avoir une variable indicatrice traitement placebo et je me demande est-ce que cette variable elle sert à quelque chose? Est-ce que c'est juste que j'ai plutôt donné mon placebo à des personnes qui étaient plus jeunes et à mon traitement à des personnes qui étaient plus vieilles? Donc ça, je peux le corriger en mettant l'âge dans ma régression. Mais fondamentalement, la question que je me demande, c'est est-ce que le placebo, est-ce que la variable indicatrice j'ai donné soit le traitement, soit le placebo, a une influence sur le bien-être de la personne? Okay, ou le fait de survivre, d'accord, dans certains cas. D'accord, donc ce test de significativité, il est essentiel dans plein d'applications. Donc comment est-ce qu'on faisait? Donc le principe de base, c'est le test classique de cette chose-là, c'est le test de Student, okay, ou l'autre version qui en découle, qui est le test de Wald. D'accord, donc la grandeur que je mets, je l'appelle Tn. Techniquement, c'est plutôt ce qui correspondrait à du Tn au carré, d'accord, dans le sens où le Tn, classiquement, c'est juste, vous prenez votre estimateur, vous le centrez, vous comparez par rapport à sa valeur théorique, soit H0, et vous divisez par l'estimateur de votre bêta-J chapeau. Okay, donc c'est ce que je propose. La seule chose, c'est que vous avez la version du test de Wald qui consiste juste à dire que vous prenez le carré de ces grandeurs-là. Okay, donc ça me donne le test de Wald et non plus le test de Student. Mais peu importe son nom, la statistique, elle existe tout le temps. Okay, donc cette statistique, c'est la statistique de votre test. Et la réponse de la StatMat est de dire pourquoi je fais ça? Essentiellement parce que la théorie du maximum de vraisemblance me dit que mon estimateur il est gaussien, et donc en fait cet objet-là devrait tendre vers une loi d'Euclide. Okay, donc moyennant quelques petites hypothèses, cette chose-là devrait tendre vers une loi d'Euclide, okay, en l'occurrence à 1 degré de liberté. Mais ça, c'est la StatMat. Moi, je suis dans une optique qui consiste à dire, j'ai pas envie de faire de théorie, j'ai pas envie de faire de maths et j'ai pas envie de faire de calcul. Je vais juste demander à l'ordinateur de me recréer des choses. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est tout simple, c'est recréer des échantillons et au lieu de stocker
les estimateurs ou tout ce qu'on avait stocké auparavant, c'est de calculer cette valeur-là qui serait tout simplement la différence entre l'estimateur que vous aviez obtenu dans votre échantillon bootstrappé et l'estimateur de départ, et de construire comme ça votre statistique de test autour de cette grandeur-là, alors qu'on norme par l'écart type. D'accord. Donc, je vais retirer des données, alors suivant l'hypothèse H0, d'accord. Donc, je vais tirer des données suivant cette hypothèse H0, puis je recalcule ces choses-là, et si jamais mon hypothèse H0 était vraie, on devrait voir qu'assez souvent, cette statistique, elle devrait être grande. Pourquoi? Parce que mon estimateur, devrait être petite. Si jamais mon hypothèse était vraie, mon bêta chapeau, il aurait dû être proche de 0. Mon bêta J va être proche de 0, et donc les deux devraient être proches de 0. Okay. Donc, je vais tout simplement compter combien de fois est-ce que cette valeur que j'obtiens, T de B, est plus petite que la valeur que j'observe. Et ce qu'on peut montrer, cette grandeur-là, en fait, que je calcule, ça va être une approximation de ma p-value. Okay, donc, par simulation, je suis capable d'approcher ma p-value, tout simplement, et je le redis une dernière fois, en partant de la grandeur que j'observe sur mon échantillon, en générant, et c'est pour ça que je le mets en rouge, en générant des échantillons qui correspondraient à cette hypothèse H0. Donc, je me dis, OK, je veux tester ce qui se passerait si jamais la variable J n'intervenait pas. Je vais créer des échantillons sous l'hypothèse que ma variable J n'intervient pas. Okay. Puis, je vais construire un modèle où je vais estimer le coefficient. Donc, je vais générer des données, des fausses données sous H0. Je vais estimer un modèle général, je vais calculer mon estimateur, puis je vais voir est-ce que oui ou non il me dit que je suis proche de 0, quoi. Ou en tout cas, est-ce que je m'éloigne de ma valeur initiale que j'avais estimée. Alors, la petite arnaque, c'est est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable de générer des échantillons, donc non pas proches de l'échantillon de départ, mais proches de l'hypothèse H0. Okay, c'est la petite subtilité dans les deux slides que je vais vous mettre, celui-là et le prochain, c'est que je veux faire un test, donc je veux générer des échantillons associés à cette procédure de test. Okay. Mais c'est la même chose que quand je vous présente le test de Kolmogorov-Smirnov par du bootstrap, c'est de dire, au lieu de me demander si jamais ma loi et ma distribution est gaussienne, je vais générer des échantillons gaussiens. Okay, je me place sous l'hypothèse H0, je génère des données sous cette hypothèse H0, et je regarde comment se comporte mon estimateur. Okay, donc c'est ce qu'on veut faire. Alors comment est-ce que je fais pour, encore une fois, générer des échantillons bootstrappés sous l'hypothèse H0? C'est très simple. Je vous le fais sur un exemple un petit peu détaillé. C'est de dire, OK, mon modèle de départ, c'était mon modèle de régression simple. J'ai mon poids des élèves que je vais expliquer par la taille. Okay, je me demande, est-ce que le poids sert à quelque chose pour comprendre, est-ce que la taille sert à quelque chose pour prédire le poids? Donc formellement, je teste l'hypothèse H0, est-ce que bêta 1 est égal à 0? Okay. Donc comment est-ce qu'on fait? On estime le modèle sous cette hypothèse H0. On estime un modèle sous l'hypothèse H0. D'accord. Donc je vais me créer un échantillon de bruit, et c'est essentiellement ça que je veux récupérer. D'accord. Donc l'hypothèse importante, c'est de récupérer des bruits, mais je vais me placer sous cette hypothèse H0. Je vais me créer des bruits que j'aurais dû avoir si jamais j'avais mon hypothèse H0. Alors, pour des raisons un tout petit peu techniques, je fais une petite correction numérique. Donc, je vais me créer des epsilon tilde, okay, qui vont être... J'en parlerai un petit peu de cette hypothèse plus tard, okay, mais qui consiste juste à m'assurer que mes estimateurs... Enfin, c'est l'histoire de variance de mes estimateurs, mais peu importe. Je crée mes epsilon tilde, et là, je vais me créer des fausses données. Une fois que j'ai récupéré des résidus, je me crée des fausses données avec la même approche que celle qu'on avait d'habitude, c'est-à-dire que je vais partir de mon modèle sous l'hypothèse H0, mais comme j'ai rien, c'est juste de part de ma constante, et je rajoute un bruit qui a été tiré au hasard. Donc formellement, je fais un Y chapeau tilde plus un bruit que je tire au hasard dans mon échantillon. Okay, donc je tire un résidu au hasard. Et une fois que j'ai créé mon nouvel échantillon, donc j'ai créé mon échantillon bootstrappé, je me demande, est-ce que la taille elle sert à quelque chose dans une prévision? Je fit un modèle, tout simplement, où j'essaie d'expliquer le poids en fonction de la taille. Et ce que je me demandais, c'est est-ce que cette valeur-là, elle sert à quelque chose? Okay, donc je vais récupérer ce qui se passerait si jamais mon hypothèse H0 était vraie. Okay, donc cette grandeur-là correspondra donc à ma statistique de test. Je récupère ma p-value et toujours la même chose. Donc c'est une estimation de ma p-value et on peut l'utiliser comme approximation de la p-value. Donc ce test-là, encore une fois, je pense qu'il vaut mieux rester, en tout cas pour tout ce que nous on va faire dans ce cours, sur l'approche traditionnelle qui consiste à dire je vais faire une hypothèse de normalité de mes résidus, je vais construire ma statistique de test
qui est en gros soit une note de Student sous l'hypothèse de normalité, soit asymptotiquement une loi gaussienne. Okay. Et je vais calculer la p-value qui en découle, mais supposons que j'ai un modèle qui soit un peu plus compliqué, un peu plus tordu, je peux utiliser cette procédure-là pour récupérer une p-value plus propre associée à mon test de significativité. Okay. Donc gardez ça en tête, ça réapparaîtra un petit peu quand on fera des modèles GLM, essentiellement parce que dans les GLM, on n'a pas cette petite étape intermédiaire où j'ai pas beaucoup de données, et il s'avère qu'il y a certains cas, en particulier en actuariat, où on a peu de données et on veut quand même récupérer des tests qui soient un petit peu robustes. Okay. Donc, je vais m'arrêter là pour cette capsule sur les méthodes de simulation sur les moindres carrés, et on rediscutera de toutes sortes de choses dans les capsules qui vont suivre. Ok, à bientôt.